Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur le chapitre de l'Europe. Alors je sais que ce chapitre est difficile pour beaucoup d'entre vous, donc accrochez-vous bien car c'est pas le chapitre le plus simple du programme. Dans cette vidéo d'introduction et pour commencer cette série de vidéos, on va d'abord s'intéresser à l'histoire de l'Union Européenne. On va voir comment elle s'est construite et sur quel fondement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la construction européenne s'est d'abord faite dans le seul domaine économique. Et dans cette vidéo, on va donc s'intéresser à l'intégration économique européenne. Lorsqu'on parle d'intégration économique, on parle de zone économique intégrée. C'est un processus par lequel des pays proches géographiquement construisent un espace où les échanges de biens, de services, de capitaux et de personnes se font librement. Des institutions sont chargées de gérer les intérêts communs. Dans l'Union européenne, c'est le Parlement européen, la Commission de Bruxelles et la BCE, la Banque centrale européenne. Et pour que cette intégration économique soit complète, il faut également que les pays mettent en place des politiques économiques et sociales communes. Dans le cadre européen, l'intégration passe notamment par la création d'un marché unique et d'une monnaie unique, et ça on y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, on va s'intéresser aux différents degrés d'intégration économique et on va analyser la chronologie de l'intégration européenne. C'est l'économiste Béla Balassa qui établit les différents degrés possibles d'intégration régionale. Donc tout d'abord, on a la zone de libre-échange qui correspond à un espace économique au sein duquel les droits de douane sont supprimés ou réduits entre les États membres. Les pays restent libres d'établir leurs propres tarifs douaniers à l'égard des pays qui ne sont pas membres de la zone de libre-échange. Ensuite, la deuxième étape est l'union douanière. C'est une zone de libre-échange, mais les pays se mettent d'accord sur les tarifs douaniers pour les pays qui ne sont pas membres de l'union douanière. Après, le troisième degré d'intégration est le marché commun. Il correspond à une union douanière, mais en plus de ça, il y a une libre circulation des facteurs de production, donc du capital et du travail. La quatrième étape, au-dessus du marché commun, est l'union économique. C'est donc un marché commun et en plus les pays mettent en place des politiques économiques communes. Et finalement, on a le plus fort degré d'intégration économique avec l'Union économique et monétaire, l'UEM. Elle correspond à une union économique et en plus de ça, les pays adoptent une monnaie et une politique monétaire unique. Pour ce qui est de l'Union européenne, nous sommes dans une union économique et monétaire depuis la construction de l'euro et de la zone euro en 1999. L'euro représente la monnaie de l'UEM formée au sein de l'Union européenne. Elle est commune à 19 États membres sur les 27. Ces États forment ainsi la zone euro, zone qui partage donc la même monnaie et la même politique monétaire gérée par une même banque centrale, la Banque centrale européenne, la BCE. En 1999, l'euro était utilisé seulement pour les transactions financières européennes et il a été mis en circulation le 1er janvier 2002 sous sa forme fiduciaire, en liquide. Mais avant d'arriver à ce stade d'intégration, la construction européenne est passée par plusieurs étapes. Tout a commencé en 1951 avec la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ou CECA. Cette institution avait pour but de rapprocher économiquement les nations européennes en régulant conjointement ces deux ressources essentielles, ce qui permettait de créer une dépendance économique mutuelle entre les pays, réduisant ainsi les risques de conflit. Quelques années plus tard, en 1957, un nouveau pas décisif a été franchi avec le traité de Rome, qui a établi la Communauté économique européenne, la CEE. L'objectif principal de la CEE était de créer une union douanière. Cela signifie qu'elle a éliminé les barrières commerciales entre les pays membres, permettant une circulation plus libre des marchandises. Ensuite, en 1986, l'acte unique européen est intervenu. C'était un document important qui a permis de renforcer la coopération entre les États membres en créant un marché unique. Ce marché unique repose sur 4 libertés fondamentales: la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. Puis en 1992, le traité de Maastricht a donné naissance à l'Union européenne en tant que telle. Ce traité a marqué un changement majeur en élargissant les compétences de la CEE et en posant les bases de la monnaie unique, l'euro. En 1998, la Banque centrale européenne, la BCE, a été créée pour gérer cette nouvelle monnaie et en 1999, l'euro est devenu une réalité. Les pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro forment aujourd'hui la zone euro, une union économique et monétaire qui compte actuellement 19 membres. L'Union européenne est donc le fruit d'un long processus d'intégration où chaque étape a permis de rapprocher davantage les pays membres, que ce soit sur le plan économique, monétaire ou politique. C'est pour ça qu'on peut dire que l'intégration européenne est une expérience originale, jamais vue
auparavant. L'intégration européenne est un concept unique dans le monde en raison de la profondeur et de l'étendue des liens économiques, monétaires et institutionnels créés entre les nations européennes. L'Europe est la seule région au monde à avoir adopté une union économique et monétaire. Cette union repose sur 3 piliers. Le premier est l'intégration marchande. Le processus commence par la création d'une zone de libre-échange où les pays signataires éliminent les obstacles tarifaires et non tarifaires. Ensuite, une union douanière est mise en place, ajoutant une politique commerciale commune avec un tarif extérieur commun. Enfin, l'intégration atteint le stade du marché commun qui garantit la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services. Le deuxième pilier est l'intégration monétaire. L'Union européenne a introduit l'euro, une monnaie unique adoptée par 19 pays membres qui ont ainsi abandonné leur monnaie nationale. Cette transition représente un niveau exceptionnel d'intégration, obligeant les États à renoncer à une partie de leur souveraineté en matière de politique monétaire. Et enfin, le troisième pilier est l'intégration institutionnelle. La construction européenne repose sur des institutions communes telles que la Banque centrale européenne, la BCE, le Parlement européen et la Commission européenne qui coordonnent les politiques communautaires, notamment en matière de concurrence, de droit européen et de coopération politique et économique. Mais l'intégration européenne est également unique en raison de son caractère évolutif et inégal. L'Union européenne comprend aujourd'hui 27 pays après le départ du Royaume-Uni, mais tous ne participent pas au même niveau d'intégration. Bon, déjà depuis sa création, l'Union européenne s'est élargie pour inclure de nouvelles nations, ce qui montre la flexibilité du processus d'intégration. Chaque élargissement a apporté des défis nécessitant une adaptation constante des institutions et des politiques pour accueillir de nouveaux membres. La diversité des États membres et de leurs nations entraîne un degré inégal d'intégration. En effet, sur les 27 États membres, seuls 19 ont adopté l'euro, ce qui crée une division au sein de l'Union européenne. Tous les pays participent au marché unique, mais seuls certains partagent une monnaie commune, impliquant un niveau d'intégration économique et monétaire plus avancé. D'ailleurs, intéressons-nous à ce marché unique. Comme je l'ai dit il y a 2 secondes, tous les pays y participent. C'est que forcément c'est une bonne chose pour leur économie. Mais alors, quels sont ses effets sur la croissance économique des pays membres? Et surtout, est-il bénéfique pour tout le monde? Alors, pour rappel, le marché intérieur unique désigne un espace sans frontières dans lequel les marchandises, les services et les capitaux circulent librement et où les citoyens européens peuvent librement vivre, travailler, voyager, faire leurs achats, étudier, etc. Avec 511 millions de consommateurs depuis l'élargissement de juillet 2013 à la Croatie, il représente un marché considérable, plus important que celui des États-Unis qui comptabilise 325 millions de consommateurs. L'instauration du marché unique a généré une importante augmentation des échanges au sein de l'Union européenne car la levée des obstacles à la circulation des marchandises a augmenté la taille des marchés et la concurrence. Cette ouverture est bénéfique aux producteurs mais également aux consommateurs, ce qui, par extension, est source de croissance économique. Donc tout d'abord, le marché unique européen a permis des avantages pour le producteur. En effet, il a premièrement permis une baisse des coûts pour les producteurs. La suppression des barrières douanières signifie que les droits de douane sont éliminés, ce qui permet aux entreprises d'acheter des biens de production moins chers, favorisant ainsi leur compétitivité. Avec des coûts réduits, elles peuvent augmenter leurs ventes, produisant plus et contribuant ainsi à la croissance économique. Ensuite, le marché unique offre également aux producteurs nationaux un accès à un marché plus grand. Sans barrières douanières, leurs produits sont plus compétitifs par rapport aux producteurs non européens, ce qui leur permet d'atteindre plus de clients et de réaliser plus de ventes. Et là encore, ils vont produire plus, source de croissance. Troisièmement, un marché plus vaste signifie des débouchés plus importants pour les entreprises, leur permettant d'accroître leur production. Cette augmentation de la production génère des économies d'échelle. Pour rappel, une économie d'échelle correspond à la baisse du coût unitaire d'un produit qu'obtient une entreprise en accroissant la quantité de sa production. Si les entreprises augmentent leur production, le coût unitaire d'un produit va baisser, ce qui se traduira par une baisse des coûts de production et renforcera la compétitivité des entreprises, source de croissance. Quatrièmement, le marché unique permet également aux entreprises de se spécialiser dans les domaines où elles disposent d'un avantage comparatif grâce aux dotations factorielles et technologiques spécifiques des différents États membres. Par exemple, les pays ayant une main-d'œuvre abondante et peu coûteuse, comme la Pologne ou la Roumanie, se spécialisent dans la production industrielle de masse, tandis que des pays comme l'Allemagne et la France se concentrent davantage sur la recherche et développement
développement et la production industrielle de pointe. Cela augmente la productivité globale et la compétitivité, contribuant ainsi à la croissance économique. Et enfin, la suppression des barrières à l'investissement et à la circulation des marchandises intensifie la concurrence entre les entreprises européennes. Cette compétition les pousse à innover et à rechercher des gains de productivité, améliorant ainsi leur compétitivité prix et hors prix. Et si tu as bien suivi ton cours sur la croissance économique, tu sais que l'innovation stimule la croissance économique. Mais le marché unique n'offre pas des avantages qu'aux producteurs. Les consommateurs bénéficient également des avantages de ce marché. Tout d'abord, la concurrence accrue entre les entreprises européennes se traduit par une baisse des prix des biens et des services, leur permettant d'acheter davantage de produits moins chers, stimulant la consommation et poussant les entreprises à produire plus pour répondre à la demande croissante, source de croissance économique. En plus de ça, l'accès à un marché plus grand permet aux consommateurs d'avoir un choix plus vaste de produits. Cette diversité des biens et des services permet aux consommateurs de trouver des produits qui répondent mieux à leurs besoins, augmentant ainsi leur satisfaction, ce qui stimule la consommation et incite les entreprises à produire plus, source de croissance. Ainsi, en apportant des avantages aussi bien aux producteurs qu'aux consommateurs, le marché européen est un moteur pour la croissance économique des pays membres, notamment grâce au développement d'une plus grande concurrence. Mais pour que cette concurrence fonctionne efficacement, il est nécessaire de garantir un environnement concurrentiel équitable. Et c'est là qu'intervient la politique européenne de la concurrence. C'est cette politique qui permet aux producteurs et aux consommateurs de bénéficier pleinement des avantages du marché unique tout en stimulant l'innovation. Mais je m'arrête là et je te laisse passer à la vidéo suivante si tu veux en savoir plus sur la politique européenne de la concurrence. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner et moi je te dis à tout de suite.